Je suis Koué Herman, je suis ivoirien, Kéré de tout le pleu, et je suis le président des réfugiés ivoiriens du camp d'Ampin. Ampin, c'est au Ghana, c'est à l'ouest du Ghana, à quelques encablures de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et donc, je veux dire, nous sommes à quelques 75 km de la ville frontalière ivoirienne de Noé. Je suis à la tête des Ivoiriens depuis le 24 avril 2019. C'est la date à laquelle j'ai été élu pour un mandat renouvelable de 2 ans. Et il faut dire que le camp d'Ampin a été ouvert officiellement aux réfugiés en mars 2011. Parce que c'est en mars 2011 que la première vague des réfugiés ivoiriens est rentrée au Ghana. Et la première location qui leur a été donnée, c'est ce site. À l'origine, le site, c'était tout un bas-fond. C'était un bas-fond qui a été dégagé par des caterpillars, bien sûr par l'État ghanéen, à qui je dis merci au passage, parce que quand je parle aujourd'hui, c'est parce que l'État ghanéen a bien voulu me recevoir sur son sol, a bien voulu me donner gîte et couvert. C'est ce qui permet que je parle. Donc je suis reconnaissant de l'État ghanéen. Et donc je disais qu'à l'origine du camp, on était quelques 6 000 personnes, 6 000, 7 000 personnes dans ce camp. Et depuis, il y a des personnes qui, pour des raisons diverses, sont allés sous d'autres cieux. Je vais commencer par ceux d'entre eux qui sont allés en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont repartis en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas continué le processus pour être réfugiés. Il y en a qui ont fait le processus et qui sont repartis en Côte d'Ivoire aussi par une opération du ICR, une opération conjointe du ICR, de l'État ghanéen et de l'État ivoirien, qu'on appelle l'opération du retour volontaire ou encore du départ volontaire. Des gens sont partis, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur les quelques 6 à 7 000 que nous sommes, selon les dernières vérifications du ICR et du Ghana Refugee Board, je vais parler des mises à jour qui ont été faites dans le mois d'avril de cette année, nous étions au soir de la dite vérification, nous étions quelques 3 886 personnes. Je dis bien 3 886 personnes dans ce camp. Mais il a été dit qu'il y avait des retardataires parce qu'il y a des gens qui sont sortis du camp. Et donc ceux-là, il leur a été demandé d'aller dans les autres camps de réfugiés. En l'occurrence, le camp des réfugiés de Edjekroum, c'est au centre du Ghana, non loin de Cape Coast, ou encore d'aller à Fetenta, c'est à la frontière est de la Côte d'Ivoire avec Bondoukou, c'est dans la région de Berekoum, je crois. Voilà. Il a été demandé donc à ces retardataires d'aller là-bas pour se faire enrôler. Et donc, quand ils se sont fait enrôler, ajoutés aux 3 886 personnes que le ICR et le Ghana Refugee Board, le Ghana Refugee Board, c'est l'instance ghanéenne, l'instance du ministère de l'Intérieur du Ghana qui est en charge des réfugiés. Et donc, ces personnes-là, ajoutées aux quelques 3 886 personnes que nous étions, selon la dernière vérification, comprenez que nous sommes à quelques 4 500, sinon 5 000 personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui dans ce camp de réfugiés. Et nous sommes là depuis bientôt 9 ans. Parce que le camp, je l'ai dit, il a été ouvert en mars 2011. Moi qui parle devant vous, je suis arrivé ici en avril 2011. Précisément le 27 avril, j'ai mis pied au Ghana et j'ai été convoyé dans ce camp parce qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler le petit camp qui était situé à Elubo, c'est-à-dire la première ville ghanéenne en venant de la Côte d'Ivoire, par Noé. C'est la première ville. On a été là-bas, je suis arrivé donc au Ghana le 27 avril 2011 et le 2 mai précisément, j'ai été convoyé ici. Il faut dire que nous sommes sortis du pays à la suite de la guerre qui s'y est passée. Laquelle guerre est intervenue après l'élection présidentielle de 2010. Notamment après le second tour, où le président Laurent Gbagbo, président en exercice d'alors, revendiquait la victoire. Laquelle victoire a été dite par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. À côté de lui, sinon contre lui, se dressait M. Alassane Dramane Ouattara, qui lui revendiquait
une victoire dite par la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, laquelle commission électorale, selon la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, n'est pas habilitée à proclamer des résultats définitifs. Mais ça a été fait, ça a créé ce que ça devait créer, et donc il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, et donc à un moment donné, les gens étaient pris pour cible. La plupart, sinon presque tous ceux qui sont dans ce camp, ils ont été pris pour cible. Tous ceux qui sont les Ivoiriens réfugiés au camp, c'est des gens qui ont été pris pour cible parce qu'ils se sont engagés auprès de quelqu'un. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo. Et donc, ils ne partageaient pas la vue ou la vision politique d'Alassane Dramane Ouattara et de son bord. Et donc, c'était des gens qui étaient déclarés désormais persona non grata. Et donc, pour ne pas perdre leur vie, il fallait qu'ils sortent. Nous sommes venus au Ghana. Et nous avons eu gîte et couvert ici. Et nous sommes là depuis sinon bientôt 9 ans. 1 mois, 2 mois après que nous soyons arrivés, le HCR a commencé à prendre en main notre quotidien. Je vais parler de la nourriture. Et donc, il était octroyé à chaque réfugié, enfant comme grand, il lui était octroyé ou il lui était donné 12 kg et demi de riz, 1 demi-kilo ou 1,5 kg de poudre de soja, 1 demi-kilo de haricots, 1 demi-litre d'huile, quelques pincées, sinon une pincée de sel par mois. Évidemment que cette nourriture ne pouvait pas suffire et elle n'était même pas complète, elle ne pouvait pas suffire. Mais nous en sommes contentés. Nous nous en sommes contentés. Mais juste après 3-4 ans, cette ration alimentaire a été arrêtée. Notamment à partir je crois, c'est à partir du 15 septembre 2015. Et donc voilà 4 ans, 1 mois que les Ivoiriens de ce camp ne reçoivent plus rien du HCR en matière de ration alimentaire. Tout ce qui nous est resté, ça fera peut-être rire, c'est seulement des serviettes jetables qu'on donne à nos femmes, les serviettes périodiques qu'on donne à nos femmes par mois. Voilà, c'est tout ce que désormais nous recevons du HCR. Entre-temps, ils ont fait venir un partenaire, en l'occurrence ADRA, pour disent-ils, des projets. Lesquels projets devaient permettre aux Ivoiriens de se prendre en charge. Mais vous allez faire le tour du camp et tous ceux que vous allez rencontrer, tous ceux que vous allez interviewer, ils vont vous dire que ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco parce que non seulement il n'y a pas eu de formation conséquente, figurez-vous qu'on forme ici un fermier en 1 jour. Et on lui donne des bêtes, il n'y a aucun suivi. On lui donne combien de bêtes? On lui donne tout au plus 100 bêtes, c'est-à-dire 100 têtes de poussins d'1 jour. On lui demande d'en prendre soin. Quand ça va pondre, il va vendre les œufs et il va nourrir sa famille. Sachez que ces poussins-là, quand on vous les donne, c'est au bout de 6 mois que ça peut commencer à pondre. Voilà. Et donc, tout ce temps, qu'est-ce qui permet à cette personne-là, ce fermier formé en 1 jour, qu'est-ce qui lui permet de vivre? Je veux dire quoi? Les conditions de vie dans ce camp sont de plus en plus exécrables. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes quelques 4000 personnes, sinon un peu plus de 4000 personnes dans le camp. Voilà. Et ce n'est pas facile parce qu'en nos sein, nous avons des personnes très vulnérables. Je veux parler de personnes qui, à un moment donné, pendant la crise, ont eu la malchance d'avoir été arrêtés par les ennemis de la vie humaine, par les buveurs de sang humain. Et ces gens-là, on les a pris, ils ont été conditionnés dans des conteneurs. Il y a des exemples dans le camp. Quand vous allez tourner, je sais que vous allez tomber sur ces personnes, ils ont été conditionnés dans des conteneurs, enfermés dans des conteneurs pendant quelques 2-3 jours. Il y a des personnes qui ont été victimes de viols. Quand je dis viol, ne pensez pas seulement aux femmes. Je parle également des hommes qui ont été victimes de viols. Il y a des femmes qui sont, comment on appelle, qui aujourd'hui, par la faute de la guerre, sont devenues des veuves. Elles vivent ici avec leurs enfants et ce n'est pas facile pour elles, ne serait-ce que pour avoir un repas tous les 2 jours. Je dis bien un repas tous les 2 jours, c'est toute une mer à boire. C'est toute une mer à boire. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour vivre? Il faut dire que pour pouvoir joindre les 2 bouts ou pour avoir un repas
tous les 2 jours, pour la plupart d'entre nous, c'est sur les chantiers des Ghanéens que nous courons, où nous faisons ce qu'on appelle le manawa. Comprenez, manawa, c'est le manœuvrage. On va soulever des briques. Et une brique ici au Ghana, c'est des briques pleines. Elles ne pèsent pas moins de 20 kilos chacune. Il faut aller en soulever, il faut aller empaqueter. Et la brique, elle est payée à 20 pesos, ou si vous voulez, 20 pesos ghanéens. Voilà. Et donc, comprenez que pour avoir ne serait-ce que 10 Ghana, faites le calcul, combien de briques vous devez transporter. Parce que un Ghana, ça fait 2 fois 20 pesos. Donc il faut faire le calcul, vous allez comprendre combien de briques il faudra soulever par jour sur un chantier de construction pour avoir 10 Ghana et arriver à la maison, ne serait-ce que pour avoir un bankou pour manger par jour. Je suis en train de dépeindre tout ça pour dire que les conditions dans lesquelles nous vivons ici, elles sont exécrables. Elles sont exécrables. Les gens demanderont, mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas chez vous, vu que à Mondiovision, l'État ivoirien dit que désormais le pays est pacifié, la réconciliation, elle est certaine, comment on appelle, elle est effective. Mais je vais vous dire que c'est chimérique. C'est chimérique, c'est une chimère, ça ne tient que sur le bout des lèvres, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que nous y avons des amis, nous, quand nous sortons quelquefois, et qu'on a pu avoir un Ghana Sidis, nous allons sur l'internet et nous pouvons voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les microbes à Abidjan qui jonchent les rues, qui pour un oui ou un non vont vous poignarder, vous allez mourir. Il y a encore ce que le Ghanéen ou l'anglophone va appeler le underground, c'est-à-dire c'est la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quand on rentre en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas une figure emblématique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu n'es pas une personne de notoriété publique en Côte d'Ivoire, quand tu rentres, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés, on va me le dire, mais des ministres sont rentrés, oui, des ministres sont rentrés. Mais la première vague de ministres qui est rentrée, je vais parler du ministre, comment on appelle, Hubert Boulaye. Quand ils sont rentrés en 2013-2014, c'est des gens qui ont connu la prison. Il y en a qui sont rentrés et qui ont connu la prison. Certains même d'entre nous, c'est-à-dire certains de nos amis sont rentrés en Côte d'Ivoire. Quand ils ont eu la chance, ils ont été emprisonnés sans jamais avoir été présentés à aucun juge. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, ils ont été purement et simplement éliminés de cette terre, des hommes. Alors, c'est dans ces pays-là que les gens veulent que nous allions? Non, je ne pense pas que nous puissions y aller maintenant. Et puis quand je disais tout à l'heure, dans tous les points de la Côte d'Ivoire, tout le pays de la Côte d'Ivoire, mais particulièrement à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les terres sont occupées jusqu'au jour d'aujourd'hui par, comment on appelle, par des personnes de la sous-région en quête d'un mieux-être. En quête d'un mieux-être et qui d'une façon ou d'une autre ont été utilisés en Côte d'Ivoire pour faire sortir les Ivoiriens. Comprenez que moi, par exemple, quand je dois rentrer chez moi à Toulepleu, je n'ai plus de plantation de cacao, je n'ai plus de plantation de VA, je vis de quoi? Je n'ai pas de maison. Je rentre où? Je rentre où? Le paquet de retour que l'État ivoirien donne s'élève à 295 000 francs. À 295 000 francs. Mais quelqu'un qui a passé 9 ans, pratiquement 9 ans de sa vie hors de son pays, c'est 295 000 francs qu'on lui tend. Pendant qu'on prône la réconciliation sur le bout des lèvres, quelqu'un qui, chez lui, avait une maison, avait des plantations, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait décemment, on lui propose 295 000 francs. Il faut plutôt dire que l'État ivoirien, avec à sa tête M. Alassane Dramane Ouattara, qui, ma foi, est un chef d'État, et non un président, parce que justement, il gère un État de fait. Alors, c'est un État qui se moque des réfugiés. C'est un État qui se moque des réfugiés. On appâte les gens avec 295 000. Les plus faibles sont partis. Mais je vous assure, vous pourrez aller au ICO, bien au Ghana Refugee Board, pour les statistiques. Ceux qui sont partis de ce camp depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis, nous étions entre 6 et 7 000. Aujourd'hui, on oscille entre 3 500, 4 000 à 5 000, sinon 5 500 personnes. Il faut comprendre que ceux qui sont rentrés, ils ne pourraient représenter que peut-être 10 ou 15%. Mais il faut le dire, c'est des gens qui ne sont pas, comment on appelle, tout le monde n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. À un moment donné, en 2012, ici, dans ce camp, nous nous sommes levés. C'était un samedi, le samedi 13
13 octobre, samedi 13 octobre 2012, aux environs de 3 h du matin, quand nous sommes sortis, le camp était encerclé, comme on appelle, d'hommes en armes. Des soldats ghanéens qui ont encerclé le camp. Moi qui parle devant vous, une arme a été pointée contre ma poitrine. J'ai demandé qu'est-ce qu'on nous reproche, ce pourquoi ils étaient là, ils n'ont jamais donné de réponse. Et on nous a pris, on nous a balayés, on nous a ramassés du moins, on nous a envoyés dans la prison la plus sécurisée de l'Afrique de l'Ouest, la prison d'Ankafoul. Nous y avons passé 2 mois pour certains, 3 mois pour d'autres, et 6 mois encore pour d'autres. Quand nous sommes sortis, on a un frère qu'on appelait affectueusement Big Charlie. Un monsieur qui souffrait de diabète, qui était hypertendu. Il a passé 3 mois en prison. Et là-bas, on nous donnait à manger comme sauce, ou encore comme accompagnement du riz déjà mal cuisiné qu'on nous donnait. On nous donnait de la pâte de tomate avec assez d'huile. Alors pour quelqu'un qui est diabétique, pour quelqu'un qui est hypertendu et qui mange exclusivement de l'huile pendant 3 mois, il faut comprendre que quand il sort, c'est un mort vivant. Et parce qu'il était traumatisé, quand il est sorti, quand on est sorti de la prison, il est resté cloîtré dans sa chambre, dans sa maison. Il n'allumait pas l'ampoule de la maison, de peur qu'on sache qu'il est dans la maison, parce qu'il avait peur de retourner en prison. Et je vous dis, pour tout le temps que nous avons passé là-bas, jamais, je dis bien jamais, nous n'avons été présentés à aucun juge. Et nous, dans cette prison, j'étais le porte-parole que les amis avaient choisi. Nous avons donc décidé, à un moment donné, d'en parler. Nous en parlons. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un avocat pour porter plainte à la fois contre le Ghana Refugee Board et le ICR. Parce qu'ils sont en charge de notre sécurité. Et nous sommes arrivés, alors que nous étions très traumatisés, nous sommes arrivés, le camp a été encerclé. On ne sait pour quel motif. Les gens avaient armes au poing. Certains de nos frères ils sont sortis de leur tente, ils sont rentrés dans les bas-fonds, je l'ai dit. Nous sommes en plein bas-fond, le camp. Ils sont rentrés dans les bas-fonds et ils ne sont plus jamais revenus. On ne les a plus jamais revus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de leurs nouvelles. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'on nous reprochait? Les questions ont été posées plusieurs fois au Ghana Refugee Board. Mais jamais une réponse ne nous a été donnée. Les mêmes questions ont été posées au ICR. Mais jamais une réponse ne nous a été donnée. Au plus tôt, quand on en parle, les fonctionnaires de ces 2 instances rougissent. Ils rougissent, on ne sait pas pourquoi ils rougissent. C'est normal, c'est légitime que de demander qu'est-ce qu'on me reproche pour qu'on m'arrête devant ma femme, devant mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'arrête comme un vulgaire personnage? Et même pendant qu'ils nous convoyaient dans la prison, ils ont garé le véhicule sur le goudron, ils ont braqué le véhicule et ils nous ont demandé de descendre. Pour, disent-ils, que nous fassions comme on appelle, des besoins. Je vais parler d'aller à la selle. Moi qui suis devant vous, j'en avais envie. Et donc je devais aller à la selle. Alors que je partais à la selle, ou alors que j'étais en train de faire les selles, il y avait au moins, je dis bien au moins, 6 canons de fusil qui étaient pointés sur ma tempe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche? Je veux des réponses. Je veux des réponses. Alors, je suis au Ghana parce que je ne sais pas où aller. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que le pays n'est pas pacifié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes, je crois, nous sommes aujourd'hui 18 ou 19. Nous sommes aujourd'hui 19 octobre 2019. Vous êtes en train de me demander si j'envisage retourner en Côte d'Ivoire. Mais les partenaires d'hier, les associés d'hier, je parle d'Alassane Dramane Ouattara, je parle de Soro Guillaume, sont à couteau tiré. Soro Guillaume qui menace, qui est sorti de, comment on appelle, de leur association et qui menace aujourd'hui le pouvoir en place. Henri Konan Bédié qui est sorti de leur association et qui menace le pouvoir en place. Qu'est-ce que 2020 nous réserve? Doit-on rentrer en Côte d'Ivoire et encore chercher à courir? Est-ce qu'il est évident que nous aurons la chance que nous avons eue en 2011 pour pouvoir sortir de la Côte d'Ivoire? Nous ne sommes pas prêts à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, non plus. Nous ne pouvons pas rester au Ghana. Parce que au Ghana, il est difficile, voire impossible de s'insérer dans le tissu socio-économique. C'est difficile. Nous avons été victimes. Nous sommes allés à des interviews.
Et quand tu arrives là-bas, tu es ivoirien, c'est très souvent qu'on classe ton dossier et qu'on ne t'appelle plus jamais. Pour ceux de nos frères, il y a certains de nos frères qui enseignent dans les écoles privées au Ghana, certains de nos frères et sœurs qui enseignent dans les écoles privées au Ghana. Mais c'est des gens qui sont payés à 200 Ghana. À 200 Ghana par mois. 200 Ghana, quand vous faites la conversion, ça vous tournez aux alentours de quelques 21 000, 22 000 francs CFA. Vous faites cette même conversion en euros ou en dollars, vous allez voir combien les gens touchent par mois. Et quand il faut nourrir la famille, ce n'est pas facile. Le Ghana voudrait bien faire pour nous, mais malheureusement, le Ghana lui-même n'arrive pas à employer sa jeunesse. Le Ghana n'arrive pas à employer sa jeunesse. Du coup, nous sommes prêts à aller dans un quelconque pays qui voudrait bien prendre fait et cause pour nous. Pour nous. Un pays où nous allons avoir la chance de voir l'avenir au pluriel. Je veux dire un avenir reluisant. Pas forcément pour nous, mais pour nos enfants. Parce que c'est la postérité. C'est la postérité. Ici, nous rencontrons des difficultés de tout genre. Il y a des étudiants qui, par la force de la guerre, ont abandonné les études depuis 2011. Ils sont ici au Ghana, ils ne vont pas à l'école. Il y a nos enfants qui sont là, qui vont à l'école. Mais qu'est-ce qui est leur devenir? Qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Quand on sait que le Ghana lui-même n'arrive pas à employer sa propre jeunesse, sa propre population. Je voudrais que l'appel que je vais lancer, c'est un appel que je vais lancer. Je souhaite et je prie Dieu que ce que je vais dire maintenant est éco-favorable auprès de la communauté internationale. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes au camp d'Ampin depuis bientôt 9 ans. Et ici, notre nombre aujourd'hui oscille entre 4 et 5 000 personnes. Contrairement à ce que les gens font croire aux Nations Unies, contrairement à ce que l'État ivoirien fait croire, nous vivons dans ce camp. Quand vous allez faire le tour du camp, vous allez voir que le camp il est en chantier. Ils sont en train de construire des maisons. Mais ces maisons qu'ils sont en train de construire, c'est pour qui? S'il n'y a pas de réfugiés au Ghana, comme on veut le faire croire. Il y a des réfugiés. Mais ici, ce n'est pas le seul camp où il y a les réfugiés ivoiriens. Ici, c'est le plus grand camp des réfugiés ivoiriens. Et on appelle ici Ampin. Il y a le camp de Djekroum, qui est à quelques encablures de la ville de Cape Coast. Ça, c'est au centre du Ghana. Il y a encore un autre camp, qui est le camp de Fatenta. Ces 3 camps que j'ai cités sont peuplés à 99,99% de ressortissants ivoiriens, d'Ivoiriens. Nous sommes là. Mais je voudrais lancer cet appel aux Nations Unies, au ICR. Je voudrais lancer cet appel à Genève. Les Ivoiriens sont dans les camps de réfugiés et ils se meurent. Ils se meurent. Le Ghana n'a pas possibilité de nous insérer dans ton statut social. Le Ghana n'a pas possibilité de venir en aide parce que le Ghana lui-même, comme tous les pays en développement, a ses difficultés, a ses réalités qui lui sont propres. Quand ton fils n'a pas un travail, ne peut pas avoir du pain, son pain quotidien, comprenez, monsieur, que ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu vas en donner. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu vas en donner. Et donc je plaide auprès des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de ces pays-là, qui peuvent offrir le sourire aux réfugiés ivoiriens. Surtout les réfugiés ivoiriens du Ghana. Parce que nous avons écho de ce que nos frères qui sont au Togo, ils vont en réinstallation par vague. La réinstallation, ce n'est pas notre objectif principal. Mais la réinstallation peut redonner le sourire aux milliers d'Ivoiriens qui sont ici. Je plaide donc auprès de l'Australie, auprès du Canada, auprès des États-Unis, auprès de la Norvège, pour ne citer que ces pays-là. Parce que c'est ces pays qui prennent le plus grand nombre de réfugiés. Les réfugiés ivoiriens sont là. Et nous vivons des réalités qui nous collent à la peau. Si vous le faites, vous aurez fait un pas avec les réfugiés et pour les réfugiés. Puisse Dieu vous accompagner dans ce que vous allez faire. Et je prie
vivement que ce que je viens de dire trouve écho favorable auprès d'âmes généreuses. Merci bien.